L'épilepsie signifie un trouble convulsif, donc les personnes souffrant d'épilepsie ont des crises récurrentes et imprévisibles de troubles convulsifs. Une crise épileptique est lorsque les cellules du cerveau ou les neurones sont activées en synchronisation ou activées en même temps alors qu'elles sont supposées être inactives. Maintenant, quand je dis les neurones sont actifs, cela signifie qu'ils envoient un message à l'aide des signaux électriques relayés entre les neurones. Et si vous regardez un neurone sous un microscope, chaque signal électrique passant à travers représente simplement des ions entrant et sortant du neurone à travers des canaux de protéines qu'on trouve sur la membrane. Le flux d'ions est contrôlé par des récepteurs et de neurotransmetteurs qui sont un type de molécules de signalisation. Les neurotransmetteurs se lient aux récepteurs et demandent en fait aux cellules soit d'ouvrir les canaux ioniques et relayer le message électrique, et dans ce cas on les appelle neurotransmetteurs excitateurs, ou de fermer les canaux ioniques et arrêter le message électrique, et dans ce cas on les appelle neurotransmetteurs inhibiteurs. Lors de la crise épileptique, des groupes de neurones dans le cerveau deviennent temporairement affaiblis et commencent subitement l'envoi d'une tonne de signaux électriques plusieurs fois, et ces messages sont appelés paroxystiques. Ces décharges électriques pourraient se produire à cause d'une excitation trop importante ou à cause d'une inhibition trop faible, qui sont un peu les deux faces d'une même pièce. Le principal neurotransmetteur excitateur cérébral est le glutamate, et le N-méthyl-D-aspartate ou NMDA est le récepteur primaire qui répond au glutamate par l'ouverture des canaux ioniques qui permettent au calcium d'entrer, un ion positif, qui indique aux cellules d'envoyer des signaux. Certains patients souffrant d'épilepsie semblent avoir une activation rapide ou durable de ces récepteurs. D'un autre côté, le principal neurotransmetteur inhibiteur cérébral est le GABA, qui se lie au récepteur GABA, qui indique aux cellules d'inhiber le signal par des canaux d'ouverture qui laissent passer des ions de chlorure, qui sont des ions négatifs, qui indiquent aux cellules d'inhiber les signaux. Certains patients souffrant d'épilepsie semblent avoir des mutations génétiques au cours desquelles les récepteurs GABA sont dysfonctionnels et ils sont donc incapables d'inhiber les signaux. En plus d'avoir potentiellement une cause génétique primaire, ces récepteurs et canaux ioniques peuvent cependant être affectés par toutes sortes de choses, comme les tumeurs cérébrales, les lésions cérébrales ou une infection. Que ce soit une diminution de l'inhibition ou une augmentation de l'excitation, lorsqu'un groupe de neurones commence à transmettre l'influx nerveux en même temps, à plusieurs reprises, ceci est souvent perçu par les autres sous forme de signes extérieurs, comme les secousses, les mouvements répétitifs et la perte de conscience. Mais il peut être vécu sous forme d'une expérience subjective qui est perçue seulement par la personne concernée, comme la peur ou la sensation d'une odeur bizarre. Cela dépend des neurones cérébraux affectés. Les personnes ayant l'expérience d'épilepsie ont des formes particulières de crises convulsives récurrentes, et nous pouvons commencer à regrouper les crises selon la région cérébrale atteinte. Quand la partie atteinte est limitée à un seul hémisphère, soit la moitié du cerveau, ou parfois même à une zone plus petite, comme un seul lobe, nous l'appelons une crise partielle ou focale, car elle n'intéresse qu'une petite région du cerveau, le siège focal. Ces crises peuvent être subdivisées selon l'état de conscience du patient durant la crise. S'il reste conscient, cela s'appelle une crise partielle simple. S'il existe un trouble de la conscience, cela s'appelle une crise partielle complexe. Les crises partielles simples affectent généralement une petite zone du cerveau et peut impliquer la personne qui éprouve des sensations étranges, comme le fait d'entendre ou de goûter quelque chose, mais peut également présenter des mouvements saccadés dans des groupes musculaires spécifiques si les neurones contrôlant ces muscles sont atteints. Si l'activité saccadée commence dans un groupe musculaire spécifique et se propage dans des groupes musculaires environnants quand plus de neurones sont affectés, ceci est appelé une crise épileptique bravé-jacksonienne. Dans ce cas, la personne est consciente et éveillée, assiste à sa propre crise sans pouvoir rien y faire et se souviendra de la crise par la suite. Les crises partielles complexes, par contre, induisent la perte complète de la conscience
ou l'altération de la conscience et de la réactivité, de sorte que le patient ne peut pas se rappeler de ce qui lui est arrivé exactement lors de la crise. Maintenant, contrairement à la crise épileptique partielle ou focale, la crise généralisée est quand les deux hémisphères du cerveau sont affectés. Parfois, une crise généralisée peut commencer par une crise partielle qui se développe rapidement à une crise généralisée. Et dans ce cas, elle serait appelée une crise généralisée secondaire, car une crise partielle était l'événement précoce. Tout comme la crise partielle, il y a des sous-catégories des crises généralisées aussi. Un des sous-types est la crise tonique, marquée par une contraction et une raideur intense et généralisée de toute la musculature, ce qui provoque la chute du patient, souvent vers l'arrière. De l'autre côté, elle peut être atonique aussi, où les muscles peuvent subitement perdre leur tonicité sans avertissement, ce qui provoque aussi la chute du patient, mais cette fois vers l'avant. Les crises peuvent également être cloniques, qui se manifestent par des secousses musculaires brusques et intenses, connues sous le nom de convulsions. Les crises tonico-cloniques sont les plus courantes des crises généralisées, où les patients subissent une phase clonique avec une raideur subite des muscles, suivie par la phase clonique, avec des contractions rapides des muscles, puis leur relâchement à la phase résolutive. Les crises myocloniques sont encore un autre sous-type, se manifestant par des courtes contractions musculaires, parfois une seule secousse, et parfois plusieurs secousses dans un court laps de temps. Enfin, il existe les crises d'absence, qui concernent plus souvent les enfants. Ce sont de très brefs épisodes de fixité du regard, durant lesquels l'enfant perd complètement la conscience pendant quelques secondes et ne réagit plus. Ces épisodes de regard vitreux apparaissent et disparaissent brusquement et durent habituellement moins de 10 secondes. L'enfant semble être étourdi, rêvassé ou regarder dans le vide. Le point commun de toutes ces crises, c'est qu'elles touchent les deux hémisphères cérébraux et que le patient perd conscience soit brièvement, soit pour des longues périodes. Les crises épileptiques prennent habituellement fin après quelques secondes ou minutes, mais dans des rares cas, la crise ne se termine pas. Lorsqu'une crise dure plus de 30 minutes ou qu'il se produit une série de crises répétées, on parle d'état de mal épileptique. Cet état d'activité épileptique continue peut se produire dans tout type de crise et il est considéré comme une urgence médicale. Elle peut être mortelle si elle n'est pas traitée immédiatement. En raison de la gravité de ces crises épileptiques, les patients sont souvent traités en urgence par les benzodiazépines qui aident à renforcer l'effet du neurotransmetteur inhibiteur GABA. À la suite d'une crise, les patients peuvent souvent ressentir quelques symptômes comme la confusion, appelée la confusion post-ictus, qui signifie la confusion après la crise. En plus, les patients peuvent présenter une paralysie qui affecte les bras ou les jambes, généralement limitée à un seul côté du corps, et ceci est connu comme la paralysie de Todd, qui peut durer un certain temps, environ 15 heures, et qui disparaît habituellement seul après quelques jours. Le mécanisme derrière ce phénomène n'est pas encore bien compris, mais elle peut être due à la suppression longue de l'activité électrique dans la zone cérébrale atteinte. En général, après la fin de la crise, les patients recevront des examens d'imagerie cérébrale comme l'IRM ou la tomodensitométrie, ainsi qu'un EEG ou électroencéphalogramme qui détecte l'activité électrique cérébrale. Pour les patients qui viennent d'avoir leur première crise, le scanner cérébral est utilisé pour savoir s'il existe une anomalie anatomique comme les tumeurs cérébrales ou des vaisseaux sanguins anormaux qui pourraient être à l'origine de la crise et qui seraient traités par voie chirurgicale. Vu que l'épilepsie peut varier d'un patient à un autre en termes du type, de la gravité et de la fréquence des crises, le diagnostic implique généralement une variété d'examens et de tests en combinaison avec une évaluation profonde de ses antécédents. Une fois que le diagnostic de l'épilepsie est établi, le patient est souvent mis sous des traitements quotidiens. La première forme des médicaments utilisés sont les anticonvulsivants, ayant une grande variété avec des cibles différentes dans le cerveau. Donc le traitement est basé sur les besoins spécifiques du patient, y compris l'âge,
le mode de vie et les autres antécédents et le type ou le sous-type du syndrome épileptique. D'autres options de traitement comprennent la chirurgie de l'épilepsie où on va enlever ce qu'on pense être à l'origine de l'épilepsie, comme une partie spécifique du cerveau ou une tumeur. La stimulation nerveuse peut également être envisagée où certains nerfs comme le nerf pneumogastrique sont stimulés, qui est supposé contrôler les crises en influençant la libération des neurotransmetteurs. En outre, les patients pourraient adopter un régime cétogène, qui est un régime qui oblige le corps à brûler les lipides au lieu des glucides, ce qui produit des corps cétoniques qui sont ensuite utilisés par le cerveau comme une source d'énergie au lieu du glucose. Bien que plusieurs hypothèses aient suggéré des explications pour ce régime réduisant les crises pour certains patients, le mécanisme exact n'est pas très bien compris. Pour plus de vidéos, abonnez-vous à notre chaîne.